Poutine a refusé à négocier directement avec Zelensky, peut-être jusqu'à les conditions deviennent plus favorables à la Russie ou voire jamais. Ensuite, d'autres points par contre très importants. Donc pour l'ONU, c'est bien sûr le point sur la visite potentielle de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site de Zaporizhzhia pour voir la situation sur place, à quoi l'Ukraine n'était pas très supportable parce que il ne supportait pas beaucoup cette proposition telle quelle, afin que ça ne soit pas vu en tant que reconnaissance du contrôle russe de ce territoire et de la centrale en soi. Et enfin, pour l'Ukraine, bien sûr, le point très important de négociation avec la Turquie seront l'aide financière et militaire, ainsi que pour la Turquie, la participation des entreprises turques dans les projets de reconstruction de l'Ukraine. Et cela n'a échappé à personne. Le grand absent de cette réunion tripartite, c'est bien sûr la Russie. Vous parliez de l'élargissement des corridors, également de la sécurité autour de la centrale de Zaporizhzhia. Peut-on obtenir quelque chose sans les Russes autour de la table ? Effectivement, l'absence de la Russie, c'est la volonté de la Russie même. Comme je viens d'évoquer, donc le président Poutine refuse à être autour de la même table avec le président Zelensky. Et au niveau de plus haut dirigeant, c'est pas possible sans le président de la Russie. Donc c'est le choix de la Russie. Et c'est aussi le rôle de la Turquie qu'elle exploite beaucoup en accroissant pendant ce moment son rôle en tant que la puissance diplomatique régionale, la puissance militaire, et ce sera le rôle de la Russie ensuite d'aller négocier de la Turquie ensuite aller négocier avec la Russie la suite de tout ce qui est l'élargissement du corridor et les garanties de sécurité, bien sûr. C'est effectivement pourquoi c'est la Turquie et pas n'importe quel autre État, parce que à ce stade, c'est seulement la Turquie qui a réussi à s'établir en tant que pouvoir diplomatique, dans le sens que quand Erdogan négocie, il y a des résultats. Tous les autres négociations ou appels ou échanges avec le président russe par d'autres leaders d'État n'ont pas encore donné des résultats tangibles. Alors justement, c'était ma prochaine question. Que gagne pour l'instant le médiateur de ce dossier, Recep Tayyip Erdogan, le président turc? Que gagne-t-il? Il gagne déjà la croissance de son influence régionale, la reconnaissance de lui et de son État en tant que partenaire incontournable, déjà par l'OTAN, au sein duquel la Turquie se permettait beaucoup de choses qui ne sont pas permissibles pour d'autres membres de l'OTAN, mais sont permissibles pour la Turquie à cause de son situation géographique et sa position diplomatique. Et donc cette position va être encore plus renforcée. Ensuite, la Turquie gagne aussi ce rôle de l'équilibriste et le seul médiateur crédible entre l'Ukraine et la Russie. Avec chacun des deux, elle s'établit en tant qu'un partenaire fiable et important sur le plan militaire, financier et politique. Et ça permet à la Turquie à la fois d'assurer ses propres approvisionnements de l'énergie russe malgré les sanctions. Ça le permet, grâce à ce renforcement de son standing au sein de l'OTAN, d'ignorer les sanctions contre la Russie et faire ce qu'il veut dans ses propres relations avec la Russie, dans ses intérêts stratégiques, continuer la construction des 4 réacteurs nucléaires russes sur son territoire dans le cadre du projet Akuyu, et aussi de devenir un négociateur clé dont beaucoup dépend pour l'approvisionnement mondial des céréales en vue de la situation de crise entre la Russie et l'Ukraine.